Bonjour et bienvenue sur SciFantasy.fr. Aujourd'hui nous avions rendez-vous chez Empreinte Digitale pour rencontrer les créateurs de la série Mission. Mission, on vous en a déjà parlé en podcast, c'est une série de science-fiction française qui sera diffusée au mois de juin sur OCS. Ça raconte l'histoire du premier voyage d'un groupe d'astronomes de la planète Terre vers la planète Mars. J'ai eu la chance de voir l'intégralité de la saison et je peux vous dire que c'est vraiment bien, c'est bien écrit, c'est bien joué, c'est bien mis en scène. C'est une prod française mais il y a un vrai effort qui a été fait en termes de costumes, de décors et d'effets spéciaux, ce qui fait que visuellement la série elle a rien à envier aux productions américaines ou anglo-saxonnes. Les thèmes que ça brasse sont assez intéressants, ça parle beaucoup d'intelligence artificielle, d'écologie, de préservation de la planète, donc des choses assez importantes qui font sens à l'heure actuelle. Voilà, je vous laisse avec les créateurs de la série, mais juste avant ça, une petite bande-annonce. Nous y voilà les enfants. Demain nous nous posons sur Mars. Mais nous ne serons pas les premiers. Pardon ? Une mission concurrente américaine nous a pris de vitesse. Le problème, c'est que la Terre n'a reçu aucune nouvelle d'eux, à l'exception d'une seule et unique vidéo. Try and save us. It's too dangerous. Le seul moyen de savoir ce qui s'est passé, c'est de se poser. Séparation dans 5, 4, 3, 2, 1, largage. 2017, l'Odyssée de l'espace commence sur OCS. Bienvenue sur Mars. Je voudrais pas casser l'ambiance, hein, mais j'arrive pas à redémarrer Irène. Alors sans ordinateur de bord, pas de système de survie. Sans système de survie, on est tous morts dans 24 heures. Le compte à rebours a démarré. Je crois que j'ai vu quelqu'un. Mission, votre nouvelle série OCS Signature. Est-ce qu'on croyait au miracle ? À partir du 1er juin, Mission, saison 1 inédite, sur City. Tiens. non, t'as commencé. Allez, vas-y. Je suis Henri Deberme, je suis créateur et producteur de la série. Je suis Julien Lacombe. Je suis réalisateur et co-créateur et scénariste de la série. Je suis Ami Cohen, je suis co-créateur, co-scénariste de la série. Et copain. Et copain. Pardon. Mission, on a toujours eu envie de faire ce genre de série et ce genre de film, nous, de toute façon, mais c'est né d'une blague, presque, avec Boris Duchesnay, qui est le patron d'OCS, le patron des programmes d'OCS, et qui un jour, après avoir vu ce qu'on avait fait sur la Lazy Company en production, nous dit les mecs, vous êtes un peu des fous, un jour vous seriez pas capable de faire un truc dans l'espace, juste pour déconner. Il nous dit ça comme ça pour déconner. Et nous on l'a pris au premier degré, et donc quelques semaines et quelques années plus tard on est venu le voir avec l'idée de faire vraiment une série dans l'espace, et c'est comme ça que ça a germé. Il nous a dit ok, pourquoi pas, réfléchissez-y. Et à ce moment-là, du coup, j'ai fait appel à Julien et à Ami, dont je connaissais bien le talent, puisqu'on se connaît depuis, avec Julien depuis qu'on a 16 ans, et avec Ami, ça fait 10 ans qu'on se connaît, et on est tous les trois très potes. Et on a imaginé ensemble ce qu'allait être cette série dans l'espace, qu'on avait vendue comme ça sur une simple idée. C'est comme ça que c'est né. Non, bah oui, c'était une blague, mais je pense que c'était une blague avec un fond de vérité quand même. Il y a toujours un fond de vérité dans les blagues. Mais c'est vrai que quand Boris Duchesnay nous a dit vous seriez pas assez débile pour faire en France une série dans l'espace. Sous-entendu, soyez assez débile pour me proposer ça serait sympa un jour que vous veniez me proposer un truc comme ça. Donc moi, comme je suis vraiment un vulgaire producteur, je me suis dit il y a peut-être un coup à jouer. Et d'autre part, comme je suis un passionné de ouf, comme je suis un vrai passionné comme eux de séries et de cinéma, on s'est dit il y a peut-être l'opportunité de faire une série de science-fiction, de faire une série d'aventures dans l'espace. C'est un truc qui était inconcevable en France jusqu'à il n'y a pas longtemps, où on est quand même beaucoup sur du polar, avec des disparitions, des enquêtes, ou des séries, des séries familiales, voilà, il y a peu de place pour ce genre de séries. Et donc là, je me suis dit qu'il y avait un coup, vraiment une opportunité de créer quelque chose de super nouveau. C'est ça qui nous a motivés vraiment à essayer de déplacer les montagnes pour faire cette série. Après, le financement, tout est parti de toute façon d'un partenariat avec OCS, donc du diffuseur, qui met la moitié du financement. Enfin, sur Mission, c'est la moitié. Quand ils font d'autres séries, ils mettent pas la moitié parce qu'on arrive à avoir un peu moins de financement. Mais là, comme il y avait un vrai problème, c'est qu'il fallait vraiment réussir à fabriquer une série spatiale, de vaisseaux, construire des décors et tout. Ça demandait plus d'argent qu'une série OCS traditionnelle. Donc, il y a eu deux choses. Déjà, on a demandé à OCS de faire un petit effort
différent, un petit effort, mais c'est du 15% quoi, maximum sur chaque saison. Et d'autre part, on leur a dit que c'était faisable que si qu'on signait pour 2 saisons. Donc c'est pour ça qu'on sait qu'on va faire la 2e saison avant même qu'elle soit sortie et qu'on connaisse les audiences, parce que c'est un deal qu'on a fait dès le départ avec OCS. On se disait qu'on allait pouvoir utiliser l'argent le mieux possible dès la première saison et pouvoir ensuite réutiliser tous les éléments qu'on a créés de costumes ou même de modélisation d'effets spéciaux, de ces choses-là sur les saisons suivantes. Et ensuite, là où on a été un petit peu plus précis et où on a mis plus de temps à monter le financement, c'est parce que on a dû solliciter d'autres sources de financement que d'habitude. Là, on a du CNC parce que nous, on a un compte automatique. On est des producteurs qui produisent beaucoup de séries et donc on a un compte automatique qui génère de l'argent qu'on peut réutiliser sur les productions de façon automatique. C'est notre argent, c'est de l'argent qui est généré par nos productions. Et ensuite, on est allé taper à la porte des régions, parce qu'on savait qu'on ne pouvait pas tourner en studio à Paris, c'est trop cher. On savait qu'on avait besoin de décors un peu typiquement français aussi pour les petits flashbacks qu'on allait faire. Donc on est allé taper à la porte de la région Poitou-Charentes à l'époque, qui est aujourd'hui la région Nouvelle-Aquitaine, parce qu'on avait l'opportunité de tourner dans les décors de TSF à La Rochelle. Et on a obtenu le soutien de la région, donc une subvention. On a aussi obtenu le soutien du département de la Charente-Maritime, qui est celui où est la ville de La Rochelle, qui a investi aussi sur la série. Pareil en région centre, Cyclique, qu'on connaissait bien, avec qui on avait déjà fait plusieurs séries, qui nous subventionne pour qu'on engage des techniciens et qu'on fasse tourner l'économie locale avec nos projets. Donc ça, c'est une grosse part de la série. Et il y a eu un élément supplémentaire qui est qu'on a demandé une aide sélective au CNC, qui est l'aide des nouvelles technologies. C'est une aide qui est focalisée sur les effets spéciaux, qui est faite pour favoriser les effets spéciaux en France, pour éviter que les productions aillent en Belgique, comme c'est beaucoup le cas, ou même en Inde, où il y a beaucoup de boîtes qui sous-traitent des effets spéciaux pour une bouchée de pain. Et donc c'était pour favoriser la fabrication des effets spéciaux en France. Et donc c'est grâce au CNC. Et on a aussi notre mandataire qui s'appelle AB, qui apporte un minimum garanti sur les distributions de la série à l'étranger. Voilà, j'ai été très long, très bavard là-dessus. Mais voilà, ça représente les aides publiques, elles représentent presque la moitié du financement. Donc quand on fait de la science-fiction et qu'on dit ouais, le CNC, machin, ils aident que les films d'auteurs français, ben non, c'est faux. Ils aident le film de genre et ils aident les séries de genre. En l'occurrence, on a la bonne preuve. Pour le vaisseau, vous aviez plusieurs pistes ou ce design il s'est imposé de lui-même? Le vaisseau, tout à fait. C'est-à-dire qu'en gros, le chef déco nous a montré d'abord des esquisses en 3D, ce à quoi ça allait ressembler. Et puis, une fois qu'on a été d'accord à peu près sur ce à quoi ça devait ressembler, il a commencé à le construire. C'était sur un studio de TSF à La Rochelle, comme disait Henri, qui faisait 1000 m². Donc, on avait la contrainte une contrainte de longueur qui était le vaisseau ne pouvait pas faire plus de 35 mètres. Du coup, il a fait 35 mètres. Ce qui est quand même pas mal. Oui, nous on voulait le vaisseau en termes de direction artistique. J'avais demandé à ce que le vaisseau soit particulièrement sale, dégueulasse, un peu rétro-futuriste dans l'esprit de Alien, avec des formes qui sont assez classiques à la science-fiction, pour pas qu'on soit, pour que le spectateur se sente à l'aise et qu'on soit pas dans une espèce de réinvention de la science-fiction ou d'un vaisseau spatial. Au début, on était peut-être tenté à ce que on voulait peut-être que ça ressemble un peu plus à la Station Spatiale Internationale, mais finalement, c'est assez stérile, assez aride comme architecture, avec des gros panneaux blancs, avec une lumière néon. Donc là, on s'est plutôt orienté justement vers le classique de la science-fiction, avec un couloir assez graphique, avec des formes octogonales, ou des choses comme ça, qui sont un peu des classiques de la science-fiction, en termes d'angle, etc. C'était un gros pari, puisqu'on savait que l'essentiel de la crédibilité de la série reposerait là-dessus, c'est-à-dire que s'il y a bien un genre qui n'accepte pas le côté cheap, c'est la science-fiction. Alors après, je ne sais pas si on y est arrivé, mais en tout cas, on a tout fait pour que ce ne soit pas le cas. Et en termes d'investissement dans le décor, Henri n'en a pas parlé, mais par exemple, le décor du vaisseau représente presque 30% du budget. C'est quand même relativement énorme. Et du coup, ça nous a amené en termes de cash, d'investissement sur les décors, sur des productions beaucoup mieux dotées en fait en termes de volume, parce qu'on était sur un décor de vaisseau qui a coûté presque 1,5 million d'euros et c'est le budget décoration d'un film comme Belle et Sébastien qui en coûte 12 quoi. Ah ouais, j'ai regardé. Ouais. et donc il y a pas grand chose, voilà, c'est des pierres à déplacer, mais bon, quand tu vois, c'était aussi
C'était aussi le montant du scénario. Enfin bon, bref. Mais et donc voilà, donc pour moi c'était hyper rassurant parce que je savais que du coup il y avait de l'argent qui était investi dans ce qui était la toile de fond principale du récit, c'est-à-dire le vaisseau. Et derrière, si le spectateur y croit à ça, en tout cas, s'il se pose pas trop de questions, en tout cas, derrière tout va fonctionner. C'est-à-dire que ce qui va se passer devant entre le décor, le fond et la caméra, c'est-à-dire les comédiens, ne va fonctionner plus facilement. Alors qu'on a vu des séries ou des pastilles avec des décors qui étaient vraiment, vraiment très, très discutables pour des questions de moyens, d'économie que je peux comprendre. Et on se rendait compte que la science-fiction ne fonctionnait pas. C'est-à-dire qu'en gros, à partir du moment où on ne croit pas au décor, on ne croit pas au fait que les gens sont dans la science-fiction, dans l'espace, pardon, il y a un vrai problème de projection du spectateur. Il n'y croit plus du tout. Ouais, mais ils ont le côté en extérieur ressemble pas mal à Cosmos, ouais. Clairement en modélisation extérieure. D'ailleurs, je pense que ça m'a pas déplu parce que moi j'étais assez fan du côté boîte d'œuf de Cosmos à l'époque. D'ailleurs, enfin au-delà de la moquerie, moi j'adorais Cosmos 99. Je me rappelle d'ailleurs que les mecs qui avaient fait les effets avaient été contactés à l'époque par George Lucas qui considérait que c'était un tour de force. C'était vraiment une série où les maquettes étaient assez bien foutues. Après, évidemment, ça a un peu vieilli, mais en termes de design de vaisseau, c'était plutôt pas mal foutu. Et c'est vrai que le design extérieur des vaisseaux, on avait à peu près... on savait qu'on voulait un vaisseau qui orbite autour d'un axe principal pour créer une pseudo-gravité artificielle. Donc on avait une idée approximative de ce à quoi ça devait ressembler. Et après, on a filé tout ça, toutes ces idées à des concept designers, y compris des gens qui ont bossé sur le Alien qui s'est pas fait de Neil Blomkamp, par exemple, et qui nous ont fait des propositions de vaisseaux qui fonctionnaient assez bien. Et qu'on a fait modéliser en 3D derrière pour les effets visuels, tout ce qui était full 3D, par exemple les plans du vaisseau sur la planète Mars, les plans extérieurs dans le premier épisode avec la sortie du commandant et son expulsion. Tout en ayant, en plus, comme tu disais tout à l'heure, en ayant construit un morceau de la carlingue extérieure du vaisseau, parce qu'à un moment, on a une espèce de plan qui dure 20 secondes, donc du coup, on a construit ce décor qui a été construit pour à peu près 30 ou 40 000 euros pour un plan qui dure environ 10 secondes. Mais c'est ça qui est intéressant. C'est en gros, si on veut affirmer tout de suite la tangibilité de ce décor, qu'il existe, qu'il y a des surfaces et que c'est pas tout en 3D mal fait, parce que la 3D, dans une économie contrainte, ça peut facilement tomber dans un truc très visible dans le jeu vidéo, et on a essayé de l'éviter au maximum. Après, je dis pas qu'on y est arrivé, mais c'est pour ça qu'on s'est vachement contraint sur les mouvements de caméra en extérieur, dans tout ce qui était plan full 3D. J'ai essayé d'en faire le moins possible en termes de mouvement, parce que je voulais comme on ressent le poids de la caméra à l'intérieur du vaisseau, je voulais qu'on le ressente aussi à l'extérieur, et je trouve que c'est un truc qui est un peu dommage dans la science-fiction contemporaine, c'est qu'il y a un vrai hiatus entre les plans à l'intérieur des vaisseaux où on sent la machinerie, en fait, on sent les travelling, on sent que la caméra a un poids, et que dès qu'on est en extérieur, on fait des plans à la Peter Jackson avec des trucs qui vont super vite, qui accélèrent jusqu'à 1 million de km/h, et je trouve que du coup ça me sort du récit. J'y crois plus. Pour moi, je suis dans un ordinateur, dans un ride, et ça me sort. Et un mec comme Nolan a été très très justement, a été une inspiration là-dessus, puisque dans Interstellar, tout ce qui est mouvement en extérieur, espace sont assez légers. On se rapproche plus de Kubrick dans 2001, et du coup ça a été une forme d'inspiration en tout cas, pour la mise en scène en tout cas. Un des grands thèmes de la série, c'est les intelligences artificielles. Il y a une grande réflexion autour de ça et autour de la manière qu'ont les humains d'interagir avec. Forcément, ça fait penser à Asimov, mais est-ce que vous aviez d'autres sources d'inspiration ? Absolument. Non, moi pas du tout, mais Julien, oui. Oh, Asimov, c'est la vie. Mais moi, je leur parlais tout le temps. Après, c'est plus sur je vais trouver mes mots, t'inquiète pas. Moi, attends, je termine. Donc Asimov, j'adore. Vas-y, tu vas rajouter après. Et ce qui m'intéressait, c'était sur le parcours du héros et sur l'environnement, sur en gros, tout ce qui était intelligence artificielle, mais au-delà de l'intelligence artificielle du vaisseau. Après, je sais pas jusqu'à quel épisode t'as pu regarder. D'accord. Bah t'as vu que après ça se transforme. Et moi, je leur parlais beaucoup de Fondation, en fait. Après, évidemment, l'intelligence artificielle, c'est un grand classique de chez Asimov. Mais Fondation, en termes justement de futur. De futur de l'humanité, la chose vers laquelle doit tendre l'humanité, c'était quelque chose qui me parlait bien en fait, sur les derniers tomes de Fondation. Mais je t'en prie, vas-y. Non, ce qui était marrant, c'est que Ami et moi, on n'est pas forcément des fous de science-fiction. On n'a pas grandi avec la littérature de science-fiction, ou alors celle que tout le monde a, quoi. Enfin, avec peut-être un petit goût quand même particulier. On adore Star Wars, on est quand même dans un sens un peu des geeks de ça, mais
Julien, lui, c'est un professeur. C'est le professeur de science-fiction. Des pointus. Je dis ça gentiment. Ouais, et nous, et c'était hyper intéressant, c'est que quand on imaginait la série, on s'est vachement nourri de la culture de Julien sur ça, voilà, sa connaissance d'Asimov, sa connaissance de Kubrick, sa connaissance de plein de récits de littérature de science-fiction qui nous a suscité notre intérêt aussi. On s'est aperçu, et Ami, je parle à ta place mais il va falloir que tu le redises mieux, Ami il s'est aperçu, même si à la base moi je l'avais cherché pour autre chose que ça, son talent pour le ton, pour les dialogues, pour les situations. C'est ça que je trouvais génial dans ce que lui fait en tant qu'auteur. Et il s'est aperçu qu'en fait, il était qu'il aimait vachement la science-fiction plus que ce qu'il pensait. Ouais. Et donc moi aussi. Non. Et donc on a beaucoup discuté. Julien étant le puits de science, qui lit Science et Vie, mais du coup on s'est retrouvé à acheter des bouquins de science-fiction, à lire Science et Vie et à être un peu en communion là-dessus en tout cas. On a parlé avec des astronautes. À toi. Tu peux redire ce que j'ai dit ? Non, parce que ça va être différent. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui disent qu'ils ne sont pas fans de science-fiction, dont moi. Mais par rapport aux films qu'on regarde, par rapport à tout ce qu'il y a autour de nous, la science-fiction, elle est en nous, on la connaît. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir lu Asimov pour faire une intelligence artificielle et quelqu'un qui s'en occupe, etc. C'est un truc inconscient collectif dans les films qui sont dans des vaisseaux. Il y a maintenant une intelligence artificielle, c'est acté. C'est pour tout le monde, on accepte ça, qu'on soit fan de SF, qu'on soit pointu comme Julien Lacombe en littérature de science-fiction, même si on ne l'est pas, c'est un truc qui est assez naturel. Donc je pense qu'on s'est nourri, lui avait les sources, et nous c'était de la science-fiction naïve, c'est-à-dire que c'est de la science-fiction assimilée. Non mais de toute façon Asimov, tous ces concepts sont plus ou moins rentrés de toute façon dans la science-fiction Exactement. Contemporaine. Là où je pense que c'est intéressant, et c'est peut-être ce que je leur ai apporté, parce que ça ils le maîtrisaient déjà, l'intelligence artificielle, etc. Enfin, on s'est pas du tout tourné vers Asimov pour penser à ça. Je pense que ce qui nous a plus intéressé dans Asimov ou dans Arthur Clarke par exemple, pour ma part, et c'est peut-être ce que je leur ai transmis plutôt que de leur parler d'histoires de robots, c'était en fait ce que eux ils imaginent, la philosophie qu'il y a dans les bouquins en fait, et qui je trouve a pas du tout vieilli. C'est là où les livres de Asimov et Clarke ils ont pu vieillir, c'est dans leur perception de la technologie, puisqu'elle était une extrapolation de la technologie des années 50-60. Ils n'avaient pas du tout imaginé Internet, c'est pas du tout même entre les lignes. Internet, ça apparaît vraiment dans la littérature des années 80. Je me rappelle de Orson Scott Card, Strategy Ender, il parle de forum, quoi. Et moi, j'ai lu ça, j'avais 8 ans. C'est quoi un forum ? Et je trouvais ça fascinant. Et ce qui est intéressant chez Clarke et chez Asimov, c'est qu'il y a une philosophie et il y a une spiritualité. En fait, la science-fiction est mise au service du destin de l'espèce humaine. Et je trouve que c'est quelque chose qu'on était obligé d'aborder dans notre récit. Après, on l'a fait, je sais pas si c'est bien ou c'est pas bien, mais en tout cas, on s'est rendu compte progressivement en discutant entre nous, quand je les nourrissais justement avec ces récits de science-fiction, que je leur résumais assez succinctement, on se rendait compte que c'était quelque chose qu'on avait envie d'inclure, en fait, et que ça nous est apparu assez rapidement comme un truc indispensable. Ouais, absolument. Et j'ai l'impression que c'était dans les deux sens, c'est-à-dire soit nous on proposait des idées, on disait ça serait cool de parler de ça, et lui disait tiens c'est marrant, dans tel bouquin dont je vous ai déjà parlé, il parle de ça et trucs, ou alors lui nous disait j'ai une idée, il y a tel truc qui est traité, et nous on prenait là-dedans. Donc en fait ça... Puis on se l'est approprié aussi. Ouais. C'est ça qui est bien, c'est que après le discours qui est celui le discours de la science-fiction des années 50-60, pour revenir à ce que tu disais, c'est un discours quand même relativement positif généralement, sauf chez Asimov, qui peut être, quand tu vois Fondation, c'est quand même très pessimiste sur le destin de l'espèce humaine, mais chez Arthur Clarke, on est dans un truc beaucoup plus, on sent qu'il y a un allant vers à l'époque, tout paraît possible. On se dit que dans 30 ans, on est sur Mars. Je me rappelle de Von Braun qui avait prévu en 1983 le voyage vers Mars, quoi. C'était prévu, c'était dans les plans de la NASA, et finalement ça s'est jamais fait. Donc parce il y a eu une rencontre avec le mur de la réalité, c'est-à-dire en gros on peut pas se déplacer dans l'espace comme ça en claquant des doigts. Et du coup, je sais plus très bien pourquoi j'étais en train de parler de ça, mais on se l'est approprié. Mais on se l'est approprié véritablement parce que aujourd'hui nos préoccupations, nous en tant que
que citoyen, je pense. Et Qu'humain. Qu'humain, ouais, bah, vraiment, mais c'est de voir un peu le monde qui nous entoure, qui se dégrade progressivement, d'un tout petit rien chaque jour. Je sais pas, tous les jours, on lit des trucs sur ah bah tiens, telle espèce va disparaître, bah tiens, dans 30 ans, il n'y aura plus de hérissons, ah bah tiens, les coraux sont en train de blanchir, mais tout le monde s'en fout. Et en fait, on continue à avancer dans nos vies en ne faisant absolument pas attention à ça. Et je sais à quel point c'est un discours qui peut être laudatif et vraiment chiant, quoi. C'est-à-dire, on est tous là, on a envie de boire des coups et pas forcément de parler de ce qui va pas sur cette planète. Mais ça nous est, en gros, en parlant entre nous, entre potes, parce que moi je les saoule avec ça. En fait, ils me détestent, je suis anxiogène. Toujours leur parler. Ah oui, mais d'ailleurs, vous parlez de ça, tu me parles de ta fille, mais moi je voulais te parler de ce qui pourrait se passer dans 40 ou 50 ans. Et du coup, ils ont dégoûté, ils sont là, vas-y, mais ferme ta gueule, j'en ai rien à foutre. Mais après, en tant que, je pense, qu'auteur, quand on sortait du cadre de on est en train de boire des coups, arrête de nous ruiner nos soirées s'il te plaît, je pense que ça nous a tous intéressés de parler un peu de ça, sans que ce soit non plus le sujet central de la série, mais ça a enrichi un peu ce qu'on avait envie de raconter. Je pense qu'on y vient, et après, est-ce que ce sera à l'échelle de notre vie? Non, je pense pas, c'est à l'échelle de génération, mais je pense que la génération qui est en train de naître aujourd'hui, les enfants vont vivre dans un monde qui sera complètement dégradé, et il sera sans doute très vivable, mais on parle de 8-9 milliards d'habitants à l'horizon de la fin du siècle, voire plus. Ça dépend Je pense que ça peut pas très bien se passer. Je pense qu'il y a des gens qui vont souffrir, il y aura des conflits qui seront dus à la raréfaction des... Je suis désolé, je tombe dans ce que je raconte à chaque fois. Voilà. Bref, tout ça pour dire qu'il y a un message écologique, tout à fait, oui. Et que ça nous a intéressé d'en parler parce que c'est quelque chose de très actuel, très contemporain. Mais il y a... Micro, bonsoir. Il y a un truc, en fait, ça nous a sauté à la gueule. C'est pas ce qui dictait la création de la série, de parler de la planète et tout, mais je donne un petit exemple. Moi, je suis sur Twitter et sur Facebook Thomas Pesquet, le spationaute français qui est dans la station internationale en ce moment, qui non seulement a l'air d'être un mec super sympa, mais en plus qui délivre des petits messages quand même à travers toutes les photos. Et il poste des photos vues de 40 km de haut, depuis la station. Je crois que c'est 40 km la station internationale, ou peut-être un peu plus. Et chaque photo qu'il prend est un message qui fait prendre conscience de la réalité de la planète et de l'humanité. Genre, hier, il a publié les photos des champs, je crois que c'était au Liban, les champs concentriques au milieu du désert, complètement artificiels, mais aussi l'omniprésence de la lumière sur la planète la nuit, enfin plein de trucs. Et je pense que prendre de la hauteur, s'éloigner de la planète pour la regarder de loin, comme on se le disait, comme quand on regarde un tableau, ça permet de prendre un peu de recul et de voir l'état du monde, son passé, son avenir. Et nous, en fait, c'est ce qu'on a fait de manière intellectuelle en écrivant le truc. On a imaginé qu'on avait un équipage qui allait pour la première fois voir la Terre, peut-être voir disparaître la Terre dans leur champ de vision. Et en fait, c'est ça que ça raconte la série. C'est peut-être qu'on se dirige vers une planète qui va disparaître. Et je pars un peu dans un truc, mais nous, intellectuellement, en tant qu'auteurs, ça nous est sauté à la gueule. On s'éloigne de la Terre, on s'éloigne des êtres humains, et de quoi on a envie de parler? De la Terre et des êtres humains. Et c'est ça que... Wow. Hein? Waouh. Non mais c'est ça. Et c'est pour ça que notre héroïne, c'est une psy qui se concentre sur l'intimité des gens, parce qu'en fait, c'est ça qu'on a envie de raconter. Et c'est pour ça qu'à la fin de la série, c'est pas un message écologique, c'est juste une réflexion sur l'avenir de notre société, de notre monde. C'est pas non plus un message, on n'a pas envie de faire changer les consciences des gens, parce que c'est pas une série qui va le faire. Mais en revanche, nous, il y a une petite prise de conscience. Ouais, et d'ailleurs, je me rappelle de cette phrase de Elon Musk, justement, quand il avait fait une conférence quand il avait présenté son projet martien avec les fusées, etc. Son préambule, c'était de dire aujourd'hui, je ne vais pas vous faire une prévision, mais aujourd'hui, si on reste sur cette planète, nous allons disparaître en tant qu'espèce. Je ne vais pas vous faire une prédiction apocalyptique, vous dire exactement ce qui va se passer, mais ça va se passer. Sauf, et la seule moyen de s'en sortir, c'est de dépasser notre planète et de nous en aller sur les autres, de quitter la planète Terre. Et c'est Jeff Bezos, lui, qui dit, pour sauver la planète Terre, il faut la quitter. Voilà, tout simplement. Et ces phrases-là, évidemment, quand on a quand même créé un récit sur les milliardaires de l'espace qui essayent d'aller sur les autres planètes, ces phrases-là, on les connaissait.
elles nous ont vachement inspiré, et je pense que leur vision pessimiste, c'est assez drôle d'ailleurs de se rendre compte que les plus pessimistes aujourd'hui sur cette planète sont les gens qui en connaissent le plus, qui connaissent les rouages, c'est-à-dire les milliardaires. Et j'avais lu un article il y a encore assez peu de temps où chaque milliardaire, comme une forme d'assurance vie, achète une espèce de petite île isolée où il met de la bouffe pour les 30 ou 40 prochaines années. Il dit, on ne sait pas si ça va arriver, mais en étant aussi proche du pouvoir, c'est-à-dire en gros de ce qui fait notre société, on se rend compte de la fragilité. Et que ça n'arrivera sûrement pas, mais qu'est-ce que ça me coûte, moi, qui ai 40 milliards d'euros sur mon compte, d'avoir une île déserte avec de la bouffe pour les 50 prochaines années? Ça me coûte rien. J'ai un hélicoptère qui est prêt à décoller à tout instant, mais ça me coûte rien. Mais par contre, le jour où ça se barre en sucette, je serai tranquille. Ouais, mais c'est marrant parce que les milliardaires, en fait, c'était inconscient depuis le départ, mais ça raconte beaucoup sur le monde, sur notre monde. Et c'était ça, en fait, qui était là dès le départ dans le projet. Et c'est ça qui nous a fait, comme une arborescence, explorer tous ces sujets, parce que ces mecs-là, ils sont au contact de tous les sujets. Et il y a ceux qui ont les moyens de réfléchir à quitter la Terre, mais il y a aussi ceux qui ont les moyens de régler des problèmes. Il y a de l'autre côté, Bill Gates, lui, il n'est pas en train de vouloir partir sur Mars. Lui, il investit sa fortune en Afrique ou dans d'autres pays en voie de développement. Il pourrait tout à fait pas le faire, mais comme ces mecs-là, comme le dit Julien, ils sont au contact des coulisses de notre monde, de la vérité de notre monde, je pense que c'est pas étonnant qu'ils aient tous des comme on le dit dans la série, des épiphanies, quoi, des prises de conscience violentes qui font qu'ils peuvent pas continuer sans rien faire. Puis c'est quand même aujourd'hui le milliardaire un petit peu déprimé ou dépressif sur l'état de la planète, c'est quelque chose d'assez contemporain. Je pense à un film comme Kingsman, ça devient un personnage de cinéma. On a des gens qui deviennent le milliardaire misanthrope, c'est une image qui est acquise par le cinéma, mais qui a son origine dans la perception des milliardaires de notre monde. C'est-à-dire qu'en gros, il y a un côté, je pense qu'aujourd'hui, il y a un suivisme social et sociétal dans notre espèce. On est tous sur Facebook, on fait tous les mêmes choses, on est tous habillés de la même manière. Le monde évolue en 10 minutes, les critiques de films doivent se faire sur Twitter en 140 caractères. Je trouve qu'il y a une accélération de notre monde qui est un peu saisissante et qui, du coup, je pense, est perçue par des gens qui créent les outils de notre espèce actuelle, que tout le monde s'accapare en un instant. Il y a un côté suivisme moutonnier qui, à mon avis, doit les rendre assez misanthropes, en fait. Putain, on va loin, là. Revenons à Lost. Donc à bord de l'équipage, il y a des Français, mais il y a aussi une Allemande, une Italienne, il y a des Anglais. C'était un choix dès le départ, ce cast international ? C'était évident dès le départ que dans la mission, ça serait pas que des Français, puisqu'il fallait que ce soit vraisemblable. Sur plein de choses, on a voulu que ce soit vraisemblable, et ça, c'était la première chose. Pour qu'on y croie, il fallait qu'il y ait des étrangers. Que ce soit une mission européenne, avec des vrais Européens, avec un peu toutes les nationalités représentées, et que si tout le monde parlait un français parfait, ça n'aurait pas pu marcher. Donc, on a été chercher dans le casting, même dans nos personnages, certaines nationalités étaient écrites. Je sais qu'on en a changé par rapport au casting, certaines, mais on avait très envie que ça parle un peu avec des accents, que ça parle souvent dans d'autres langues aussi, parce que ça enrichit vachement le produit. Et donc après, on a fait ce casting-là, et pour la direction, les étrangers sont plus durs à diriger, hein, globalement. Ouais, non, je suis un peu embêté. Je ne sais pas trop quoi répondre. Non, tout le monde est très facile à diriger parce que c'est tous des comédiens compétents, évidemment. Hein. Après, il y a des différences culturelles liées à l'approche du rôle, mais on a fait en sorte d'engager des comédiens, y compris français, qui avaient une approche anglo-saxonne de leur rôle, avec beaucoup de travail et beaucoup de sérieux. Henri, tout à l'heure, tu disais qu'il y aurait plusieurs saisons. Vous en avez toute la saison 2 ? Réponds avec des mots de producteur. La saison 2 était déjà dans nos têtes en production quand on a commencé à faire la saison 1. Et pour ce qui est de l'écriture, là, on a lancé l'écriture. Ils savent très bien où ils vont. On a décidé de surprendre au maximum les gens. C'est tout ce qu'on peut dire. D'être originaux par rapport à nous-mêmes, de réinventer la série, parce que c'est ça qu'on aime aussi dans les séries. On aime être surpris. C'est comme ça qu'on a construit chaque épisode, c'est d'essayer de surprendre les spectateurs. Et donc d'une saison à l'autre, c'est aussi ça qu'on a envie de faire. Et donc la saison 2, je pense que nous, on a envie de faire une saison 3. On verra. En tout cas, on va concevoir une saison 2 qui sera pas la dernière. Ça, c'est sûr. C'est une série, c'est ça qu'on aime. Mais on va peut-être pas faire 27 saisons non plus. C'est pas la petite maison dans la prairie, quoi. Quoique. C'est pas Lost. Ouais, Lost, il y en a eu 6.
Donc l'objectif c'est de faire au moins 3 saisons, je pense, mais on verra ce que veut faire OCS aussi. Et ce que veulent faire les chaînes du monde entier qui vont se précipiter pour acheter cette série. Si vous regardez cette série, achetez-la. Buy it, please. Alors, chacun dans son... Bah oui, tiens, je vais faire un truc... Je vais présenter En tant que producteur... nous on fait plein de trucs Empreinte Digitale, on a fait plein de séries et on fait des films, mais nous trois, en ce qui nous concerne, avec Julien et Amy, on développe la saison 2 de Mission, bien sûr, peut-être d'autres projets, on verra, mais en tout cas on a un projet de long métrage qui est en écriture avec Julien et son camarade de toujours qui s'appelle Pascal Cid, qui est une comédie d'action, trop cool. Et on a aussi une comédie d'action qui est en écriture avec Amy, en tant que scénariste, qui était un projet auquel on tient vachement. Les deux, on tient vachement à ces deux projets. Il y a une proximité d'ailleurs dans le ton. On retrouve l'esprit 80s qu'on a un peu dans Mission aussi. Et c'est chouette. On va travailler aussi sur d'autres projets de séries, les uns séparés. En tout cas, je les garde. J'en ai besoin. Et eux, ils ont plein de trucs à côté aussi, évidemment. Ils n'ont pas besoin de moi, malheureusement. Au revoir. Non, mais tu dis, le problème dans ce genre de métier, c'est qu'on a tous beaucoup de projets. Donc, en parler, c'est déjà les condamner, d'une certaine manière. Donc, non, je pense que, voilà, Henri a très bien dit, on a des projets ensemble, c'est super. Mais aujourd'hui, le truc le plus concret, c'est qu'on a Mission saison 2 à faire, et ça, c'est acheté, c'est du concret, et il y a beaucoup de choses à inventer, à recréer pour essayer de garder l'attention des gens qui auront aimé la première saison. De ne pas décevoir. Exactement. On a fini ? Merci. Bravo. Merci. Bonsoir. Sur OCS, le futur, c'est maintenant. Don't come here. It's too dangerous. Dans 24 heures, nous allons nous poser sur Mars. On est une mission de secours désormais. J'ai un mauvais pressentiment. Mars, un grand pas pour l'humanité ou pour son extinction. C'est un système de survie. On est tous morts dans 24 heures. Je crois que j'ai vu quelqu'un. On est seul et on est dans la merde. Ici, Ulysse, vous m'entendez? Ulysse. Mission. Oui, ce que je vois. La science-fiction n'a jamais été aussi proche du réel. C'est peut-être un voyageur temporel, pourquoi pas un extraterrestre. Pourquoi il est là? Je crois qu'il nous attendait. Il est pas humain. Oubliez ce que vous connaissez déjà. Il contrôle le vaisseau. Où sommes-nous? Là où tout s'est terminé il y a longtemps. Bienvenue sur Mars. Une série OCS Signature. Chaque jeudi à 20h40, Mission saison 1 inédite sur City.